petit peu une idée de votre parcours en tant que professionnel et qu'est-ce que vous avez eu à faire ou à subir ou à challenger pour en arriver à votre position en tant que professionnel. C'est important au Maroc. Le Maroc est un pays de richesse et une de ses richesses, c'est son patrimoine. Et son patrimoine est en fait le savoir-faire. Nous avons des milliers de personnes qui maîtrisent des métiers qui sont en train de disparaître. Et mon idée, sans que je contrôle vraiment ça, il y a plus de 17 ans, en 1995, était d'aller naturellement vers ces personnes-là et de commencer à travailler avec eux. Donc c'est un travail de très longue haleine parce qu'à l'époque, en 1995, le design était quelque chose de très très vague. On parlait de design pour faire un petit peu mode, pour faire chic dans les salons. C'est comme ça que j'ai commencé avec mes idées, ma vision des choses et j'ai établi une relation avec des artisans, des vrais artisans qui ne maîtrisent rien, qui sont illettrés. Les choses ont changé maintenant, c'est-à-dire que je travaille avec des entreprises qui sont à vocation artisanale mais qui sont structurées en entreprise. Voilà, donc plan, ordinateur, on parle anglais, voilà, ça permet maintenant, ça me permet et ça leur permet de travailler avec l'international. Pour faire ce que tu fais aujourd'hui, est-ce que le Maroc a suffisamment de structures de formation? C'est-à-dire, il y a quelques écoles qui sont intéressantes et quelques ateliers qui peuvent former, à donner une formation assez globale en termes de design, avec des notions, des bases, mais ce qui manque, c'est l'éveil, c'est-à-dire éveiller à la curiosité. C'est vrai que ça manque de rencontres, ça manque d'événements pour éveiller la curiosité auprès des jeunes. Voilà, c'est moi ce que j'ai pu connaître en fréquentant les ateliers, en fréquentant des entreprises. J'ai eu l'occasion d'enseigner dans une école à côté ici, à appliquer Artcom, et c'est vrai que dans l'ensemble, les élèves sont demandeurs. C'est juste. On parle d'école privée. Ah oui, justement. Oui, là, voilà, il y a des formations aussi, quand l'État décide de créer des formations auprès des artisans, il y a des programmes qui sont mis en place, on est sollicité, ça va rarement jusqu'au bout. Ça s'arrête toujours en cours ça s'arrête en cours en fait de programme pour diverses raisons. Donc c'est des programmes du ministère de l'artisanat, plutôt l'artisanat. Ces programmes-là, ils sont destinés à des artisans qui sont déjà professionnels du travail, etc. C'est pour un renforcement de capacité, c'est pour leur enseigner de nouvelles techniques, c'est pour moderniser un peu leur façon de travailler. C'est pour sauver l'artisanat. C'est pour sauver l'artisanat. C'est vraiment la vocation du ministère de l'artisanat, c'est de sauver l'artisanat parce que tu as certains des métiers qui sont en train de disparaître et la jeune génération ne veut pas prendre le temps d'apprendre comme on apprenait avant auprès d'une alumne, c'est-à-dire apprendre à apprendre. J'ai construit mon atelier, structuré, formé des personnes avec alors c'est pas un savoir-faire, c'est un concept plutôt qui est unique et petit à petit avec l'aide de l'État quand même via la maison de l'artisan, des événements organisés au Maroc et dans le monde, j'ai fait connaître ce concept, c'est devenu une référence et c'est maintenant, on va dire 15 ans après, qu'on vient me voir pour me demander de créer. Donc les entreprises viennent me voir pour me demander de créer, mais on reste dans le privé, c'est pas l'État. Et la maison d'artisan, c'est dans le public? Oui, elle dépend du ministère de l'artisanat et à but non lucratif et son travail et de faire la promotion du Maroc au Maroc et à travers le monde. Donc en fait, l'artisanat, c'est un petit peu aussi encore considéré comme un moyen de véhiculer une image par rapport au pays, à l'étranger, moins qu'une discipline où il y a de la création, où il y a un métier, où il y a moyen de faire un développement économique par le design. C'est encore ça parce que c'est vrai que ça malheureusement l'artisanat souffre de cette image un petit peu. Donc quand il y a un événement dans le monde, on va faire appel à, on va dire, à cette entité artisanat via des entreprises, via la maison d'artisan,
pour donner cette note marocaine à un événement. Voilà. Au Maroc, je me suis mis à chercher du travail. Je suis arrivé à Casablanca, j'ai passé des entretiens où j'ai pu entendre. Je suis allé passer des entretiens. Après, en fait, le boss, à la fin de l'entretien, il me répond, en fait, on s'est mal compris parce que nous, ici, on fait de la chaussure. Par exemple, il y a eu plein de situations, c'est-à-dire que ce n'était pas le plus facile. Là, finalement, le jour où je décide de rentrer à Marrakech, on me rappelle d'une société. Et finalement, c'était le seul boulot qu'ils m'ont pris. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler à Casablanca. Parce qu'à Marrakech, oui, c'était une usine de textile qui faisait du jean. C'était le plus grand producteur. C'est une usine qui a fermé aujourd'hui, mais c'était le plus grand producteur mondial de Levi's, chez qui j'ai eu la chance de faire des modèles pour H&M, pour Zara, pour Topshop, Gap, pas mal de marques de prêt-à-porter, mais bon, c'est-à-dire pour la boîte, c'est la boîte qui faisait de la co-traitance, on proposait des modèles et les marques prenaient celui qu'elles voulaient et mettaient leur label dessus. Je suis arrivé à Casablanca et à Casablanca, j'ai eu la chance de tomber de rencontrer en fait Momo du boulevard. Momo m'explique que c'est lui qui fait le boulevard que j'avais aperçu une fois à la télé et qu'il m'invite à prendre part dans une résidence artistique où il y avait pluridisciplinaire, où il y avait de la musique, de la danse et de la mode aussi. Et c'est à ce moment-là où je rencontre le Maroc sur lequel je fantasmais. C'est le rêve que j'avais, cette idée, la collection que j'avais développée pour mes fins d'études. En fait, il y avait des gens déjà qui faisaient du rap en marocain. J'avais aucune... Bon, ça m'a permis de découvrir des gens extraordinaires avec qui j'ai fait beaucoup de choses. On a lancé la marque de t-shirt avec Simon Missimi, j'ai acheté la photo au Bécher. C'est ça ce qui a fait parler de nous, qui nous a fait connaître le plus, disons. Enfin, encore une fois, c'était les premiers à nous avoir proposé un point de vente. Ça veut dire que nous, on avait de la presse, c'est-à-dire que tout le monde parlait d'Ahmad sur toutes sortes de supports, je ne sais pas pour les gens qui connaissent cette histoire, et que ce soit au Maroc, à l'international, même sur Zahra al-Khalij à Dubaï. Vraiment, c'est les trucs les plus improbables, sur Al Jazeera, NBC, et on n'arrivait pas à trouver un seul point de vente. Ni personne pour mettre un sou dans les t-shirts. C'est-à-dire, je ne comprenais pas, avec ma toute petite expérience, c'était ma première année, ou même le premier mois dans la vie professionnelle, mais c'était logique pour moi qu'il y avait un potentiel économique énorme à ce projet. Après, en termes de formation, maintenant, depuis cette année, c'est la 4e année, il y a la première école de design de mode qui a été financée, construite par le gouvernement marocain, qui s'appelle Casamoda Academy, et qui est une école semi-publique, disons. Ça veut dire que les étudiants, ils payent une partie sur toute l'année, et l'État, il prend en charge tout le reste. Et comment ? C'est de quel ministère? Ça dépend du C'est ministère... non, ça dépend de la MIT aujourd'hui. Ça a été construit par le gouvernement marocain et l'Agence de développement française, et puis une SARL a été créée qui a été achetée par la MIT. Et c'est eux qui, disons, parce que c'est les premiers qui ont besoin. Aujourd'hui, ils ont conscience ils ont besoin de créatifs, de stylistes. L'école aujourd'hui, c'est une école avec tout le matos, le hada, le régime, mais bon, après, elle est gérée comme une école c'est-à-dire depuis le début, ça a été fait comme une école de... On invite les gens qui travaillent dans la mode pour discuter, débattre sur des problématiques, tout ça. Et après, donc, il y avait la vocation aussi, comme je dis, donc, d'aider, mais sauf que aider, donc, c'est très, comment dire, donc ça représente énormément de choses. Déjà, l'association n'arrive pas à trouver un fonds pour le fonctionnement, donc comment on va faire pour aider les autres. Donc, sauf que cette année, donc, ça fait 4 mois que je suis directeur de l'association, donc
j'ai décidé voilà, de prendre ce poste-là et d'aider aussi. Donc j'ai un salaire, mais voilà, juste de quoi se déplacer et manger. Donc, mais le reste, c'est vraiment une volonté d'aider tout ça. Donc là, on a fait le constat, on s'est dit, voilà, donc un jeune créateur aujourd'hui, s'il veut se lancer dans la mode, c'est quoi les structures et les aides voilà, qui sont là pour représenter? On n'a trouvé rien. Donc à part la voix de l'État, donc il n'y a rien, c'est-à-dire, bon, je sais pas moi, ils font des projets qui s'appellent Mokawalati et tout ça, mais c'est plus dans l'économie. Donc quand un créateur il a un projet mode et tout ça, c'est très délicat pour lui d'adhérer dans cette démarche-là. Donc nous, voilà. Les guidelines ne sont pas adaptés. Ouais, ils ne sont pas adaptés. Apporter une aide donc, dans l'idée de faire un concours. Donc il y a un concours voilà, qu'on a appelé Numéro Talent. Et c'est une bourse de 50 000 dirhams. Donc, et ça, c'est avec l'aide de nos partenaires. Donc, c'est des institutions comme le British Council qui nous aident. C'est beaucoup, pour vous être honnête, dès qu'on a présenté le projet à des institutions étrangères, donc ça a été plus simple. Donc, c'est-à-dire, quand je viens, je pose mon dossier, mais je suis avec toi, vas-y. Le premier rendez-vous que j'ai eu avec une institution marocaine, donc j'ai eu du mal. Donc déjà d'avouer que c'est bon ce projet-là, voilà. Bah, privé et par la suite public, on essaye jusqu'à aujourd'hui, donc c'est-à-dire, je vais dire ça, c'est la mythe, donc on galère rien que pour. Donc j'ai envoyé un mail pour juste proposer des ateliers de discussion. J'ai pas eu de réponse. Donc l'idée c'est quoi? C'est apporter un aide, on a financé, c'est les 50 milliards, et après un accompagnement personnalisé. Donc c'est-à-dire les 3 lauréats, donc on va voir c'est quoi leurs contraintes, donc c'est quoi leurs besoins. Donc on va faire une formation personnalisée, c'est-à-dire on ne va pas ramener quelqu'un de l'extérieur, on va ramener des gens et le jury qui va sélectionner c'est un jury étranger. Tout ça c'était conçu après on va dire un constat, c'est-à-dire au Maroc, un jeune s'il veut se lancer aujourd'hui, il ne trouve pas une structure pour l'aider. Et après pour avoir une formation, c'était compliqué pour lui. On voulait passer par l'international après pour avoir la connaissance aussi au Maroc. Donc voilà, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc moi, pour moi, c'est comme ça. Donc j'ai conçu le concours comme ça. Donc il va partir à Londres, après il va revenir, il va dire ah oui, tu as présenté à l'international Showcase. Ben oui, on veut bien travailler avec vous et tout ça. Donc c'est malheureux, mais on l'a établi comme ça, on a conçu comme ça, on va former. Mais après, quand sur le marché et tout ça, déjà il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a pas un point de vente pour des créateurs marocains. Il y a un seul à Marrakech, c'est le rue François Majorel. Mais c'est voilà, c'est autre chose, voilà, c'est Marrakech, c'est un esprit différent de ça. Donc, mais sur Casablanca et partout, il n'y a pas un point de vente pour les créateurs marocains. J'ai une idée simple là, je dis que je veux bien juste qu'un industriel, je sais pas, capitalise ou prend le risque sur un jeune créateur pour faire une collection, une marque. Donc ça, c'est impossible de le faire. C'est-à-dire que ces gens-là, ils préfèrent, parce qu'ils ont un savoir qui date de longtemps, ils préfèrent, parce que c'est une valeur sûre, ils préfèrent sous-traiter que de miser sur un jeune créateur. J'ai compris ça après 4 mois que les industriels et les créatifs, ils ont un problème. C'est-à-dire les industriels font ce que les créatifs, ils prennent de haut. C'est-à-dire moi je suis créateur, c'est-à-dire la communication ne passe pas. Je sais pas, donc je vais dire ça, la MIT brasse beaucoup d'argent auprès de l'État, parce que c'est la seule association professionnelle, donc du coup c'est eux qui présentent devant l'État sur le terrain. Donc du coup, nous aussi on a compris le jeu, maintenant on cherche à être crédibilisé par la MIT. Pour après, nous aussi, on aura le soutien de l'État. Donc c'est malheureux, mais ça se passe comme ça. Donc, et après, quand tu rentres dans ça, il y a plusieurs enjeux. Même moi, étant jeune, et ça fait 4 mois là, je ne comprends rien. Donc, c'est-à-dire que tu te dis, je suis dépassé par des événements, je ne sais pas comment ça fonctionne. C'est vrai que ça ressemble à de la politique avec la MIT et l'État et les subventions, tout ça. Mais vraiment, ça me dépasse, moi. Moi, je viens d'un milieu, c'est simple pour moi. Je veux juste l'argent pour aider un jeune créateur, après qu'il démarre. Après, sa boîte et tout ça, il commence à vendre et tout ça. Là, le constat, c'est que la formation existe, redondant, on va dire. La création est là, la créativité est là, les artistes sont là, mais qu'on n'arrive pas à conclure avec la vente, justement, et la partie économique ou commerciale de la chose, parce que c'est vrai que c'est de l'art, c'est clair, mais c'est l'art appliqué à la vie quotidienne qui peut générer évidemment un business. Et ça coince aussi. C'est que c'est un problème culturel d'abord. Un problème culturel dans le sens où tous les métiers, disons artistiques, pour les Marocains, c'est des hobbies. Voilà, c'est pas des... Ou bien c'est du folklore. Maintenant, malheureusement, il y a les designers qui viennent, quand il y a une Anglaise qui vient à Marrakech pour faire sa nouvelle paire de babouches, il y a tout le souk qui copie le modèle après son départ, et il commence à le vendre. Et c'est comme ça
que ça se développe. Nous, en tant que designer, on va taper à la porte des entreprises et qu'on dit voilà, je suis là, je mets à votre disposition, ne me paye même pas, rien, tu me laisses rentrer et je crée et on va essayer de passer un contrat, mais tu vas vendre des choses que je vais créer pour toi. On passe pour des rigolos. Ce qui est ailleurs, ce qui est occidental, ce qui est une référence, c'est ailleurs. Et nous, si tu veux, on n'est pas des références. Quand il y a un soutien de l'État officiel, c'est un soutien pour l'événement Kaftan. Parce que justement, le soutien de l'État, pardon. Pour moi, je n'en connais pas, j'en ai jamais eu, mais je sais que Kaftan est un événement qui est soutenu, qui a toujours été soutenu par le ministère du Tourisme, par de l'artisanat. Voilà, une image qui est fausse, on croit. C'est comme si, pour moi, c'est comme si, au Japon, la Tokyo Fashion Week, ça s'appelait kimono. Kimono, et tous les créateurs font des kimonos. Le kimono rock, le kimono en classe, le kimono de cavalier. Et c'est vrai, non? Et c'est ça, c'est-à-dire, non, le kimono, il y a des gens qui le font, et c'est très beau, il y a pas, c'est prétentieux de vouloir le rendre plus beau, c'est déjà très beau, c'est millénaire, ça a chargé d'histoire et d'émotion et ce qu'on veut. Et c'est pareil pour moi le kaftan. Mais malheureusement, officiellement, le statut officiel fait qu'on a envie de promouvoir le kaftan parce que, bon, c'est exotique et on veut ramener des touristes, on veut 10 millions de touristes. Tout ce qu'on ne sait pas, c'est que les touristes, bon, on peut ramener les vieux, les retraités, mais aujourd'hui, dans le monde, il faut voyager. Ces mecs-là qui sont dans les trucs de tourisme et tout ça, il faut qu'ils voyagent, qu'ils voient le monde, comment ça se passe. Et avant de pouvoir faire de la mode au Maroc, il faut que les gens comprennent ce que je suis en train de faire. Je veux me retrouver devant des gens qui comprennent ce que je fais, qui me disent pas c'est sympa, c'est beau, et tout ça. Alors, il y a un problème de culture, de compréhension. Alors, c'est pour ça que j'ai réfléchi. Là, j'ai eu l'idée de faire Contemporary Morocco, où je présentais mon travail. Il faut que les gens comprennent d'où je viens pour comprendre ce que je fais. Mais en fait, pour résumer, ce que tu es en train de dire, c'est qu'en tant que créateur, tu dois aussi faire tout un boulot de, entre guillemets, peut-être de sensibilisation. Absolument, tu dois expliquer de A à Z, à travers plusieurs moyens, toute une culture. Ouais, voilà, absolument. Tu ne peux pas y arriver tout seul. C'est Voilà, épuisant, ça bouffe tout l'argent que tu as, ça bouffe toute ton énergie, et de toute façon, tu te retrouves seul, parce que même ceux qui peuvent être alliés avec toi, on est X designers au Maroc, on ne s'entend pas. On n'arrive pas à se fédérer. C'est arrivé en Italie, c'est arrivé en France. Les industriels se sont regroupés sous forme d'associations qui sont subventionnées par les ministères. Et ne serait-ce qu'en France, il y a la galerie VIA, valorisation des industries d'ameublement, qui ont créé des galeries, qui créent des prix. C'est énormément d'argent et ça aide les petits créateurs, les moyennes entreprises et les grosses entreprises à la promotion du design. Voilà, ça existe en Italie. C'est pas possible d'y arriver autrement.